Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Voilà la clé. Alors ça, c'est vraiment intéressant, professeur Christian Perron. Vous êtes avec nous à nouveau et pour le plus grand plaisir. Il dit, nous étions, il a l'air de dire ça presque avec... je dirais pas regret, ne faisons pas de procès d'intention, mais nous étions une société de gens libres, il faut maintenant être une société de citoyens solidaires. Comme si la solidarité et la liberté étaient par essence antinomiques et contradictoires. On nous prépare à la dictature sanitaire qu'on observe aujourd'hui. Donc, moi, tout ça, ça me choque profondément. Et oui, c'est vrai. Clémence. Oui, écoutez, on a de nombreux auditeurs qui ont composé le 0826 300 300. Ils ont bien raison, d'ailleurs. On va donner la parole à Jérôme, qui nous appelle des Sables d'Olonne. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour. Je suis très content d'intervenir sur l'antenne parce qu'il y a deux personnes que je suis en particulier qui ont le courage de dénoncer cette espèce d'hypocrisie qu'on nous sert un peu comme si c'était une solution unique. C'est donc vous, je suis content de pouvoir parler avec vous, et puis votre collègue également, le professeur Toussaint. Non, là c'est le professeur Perron qui est là, je vous dis. Mais voilà. Oui, vous parlez du professeur Toussaint et de Perron, voilà. Absolument. Oui, je disais les deux médecins. Les deux médecins, oui. Qui en France ont vraiment le courage d'intervenir sur les ondes radio pour dénoncer ce qui nous arrive depuis 6 mois. Très bien. Parce que pour ma part, je suis un petit peu dans le médical, parce que je suis psychothérapeute, et sincèrement, on est sur des statistiques qui sont de l'ordre de 2 fois moins de morts qu'une grippe traditionnelle, et on n'a jamais employé de telles mesures qui mettent à la fois l'économie par terre, qui désocialisent les gens, qui les individualisent, qui les écartent de tous les groupes de rencontres qui font la convivialité de la France, et ça, je trouve ça très gravissime, moi. Professeur Perron. Moi, je suis un Gaulois réfractaire. Les Gaulois, ils étaient connus dans le monde entier pour leur convivialité, leur joie de vivre. Et là, je dois dire que je suis triste d'être un Gaulois. Je n'en connais plus la France. Et il n'y a pas que moi, hein. Je peux vous dire, moi j'ai des élèves que j'ai connus internes, assistants dans mon service, qui étaient des médecins étrangers de différentes régions du monde, qui sont médecins maintenant dans leur hôpital, dans leur pays, ou voire professeurs de médecine. Ils m'écrivent tous les jours. Mais ils le constatent de l'extérieur. Que devient la France? Ils admiraient la France, ils aimaient notre pays. Moi, je l'aime profondément, mon pays. Et la France, qui était le pays des droits de l'homme, devient le pays de la dictature. Et ça choque énormément de médecins partout, en Asie, en Afrique, en Europe. Et là, je suis consterné. Je suis très inquiet pour mes enfants, mes petits-enfants. Je n'ai pas encore petit-enfant, mais j'en aurai peut-être un prochainement. Mais c'est terrible ce qui se passe. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, bien sûr. Par rapport à cette dictature sanitaire qui nous est imposée par petites doses. J'ai fait paraître tout à l'heure sur mon profil Facebook une image qui commence à circuler sur les réseaux sociaux, qui est une affiche de ce qui s'est passé le 21 août 1944, où le gouvernement Pétain imposait le couvre-feu à partir de 20h et toute la nuit, je crois, jusqu'à 7h du matin. Là, sur un tiers des Français, c'est-à-dire 20 millions de la population, ce qui est énormissime, on impose les mêmes mesures pour des raisons qui sont absolument pas justifiées, puisque je rappelle, c'est 2 fois moins de morts qu'une grippe traditionnelle. On met des emplois par terre, on met des entreprises sur le carreau, on crée une anxiété, on crée de l'angoisse, on crée une distance sociale, et pour quel résultat? Et j'ai une question, si vous permettez, à poser au professeur Perron, parce que jamais aucun médecin ni aucun scientifique n'a évoqué cette espèce d'ambiguïté. La dimension des coronavirus, d'après mes recherches, se situe entre 60 nanomètres et 220 nanomètres. Donc évidemment, on n'a pas l'habitude de manipuler ce genre de chiffres. Ouais. Ça représente 60 millièmes de millimètre, jusqu'à 220 millièmes de millimètre. Pour être plus simple, on va prendre la moyenne 150 millièmes de millimètre. La dimension du coronavirus. L'espace des fibres
d'un simple tissu qui peut être, quand on porte un masque en tissu, c'est le tissu d'un t-shirt, ou je dis vulgairement, c'est comme si on se mettait un slip sur la tête, c'est exactement la même chose. L'espace entre les fibres, c'est 1/15e de millimètre. Ça veut dire que le virus, il a tout un espace pour circuler. Par contre, on perd environ 25% d'oxygène. Et l'air, c'est la vie. Hein. Le bébé, quand il arrive au monde, il prend une grande respiration. Et le dernier souffle avant la mort, c'est voilà. Tout pendant qu'on vit, on a besoin d'oxygène, on a besoin. Et voilà, ma question, puis en plus, on respire nos propres toxines, bien évidemment. Donc ma question, c'est celle-ci. Pourquoi personne n'a jamais évoqué publiquement cette espèce de logique? Ça paraît tellement simple. Alors, professeur Perron. Alors, d'abord, je dois dire que Macron est très sympa pour nous parce que par rapport à Pétain, il met le couvre-feu à 21h et Pétain était plus dur, il le mettait à 20h. Donc c'est une grande avancée. Oh, comparaison n'est pas raison là. Là vous allez fort. Hein. Non mais c'est la réalité quoi. Alors après pour les masques, il faut savoir que les masques c'est pas un filtre à 100%. Je crois à l'efficacité des masques. On l'a démontré dans la tuberculose, dans d'autres infections respiratoires. Quand un malade est dans sa chambre et a des signes, il tousse, il a des signes respiratoires et quand il tousse, il projette des particules virales à des mètres aux alentours. C'est bien qu'il porte un masque pour éviter de contaminer la pièce ou l'entourage quand on vient le voir. Après, les personnes qui sont en contact proche de cette personne malade, le masque est utile. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un masque ne filtre pas à 100% des virus qui sont microscopiques et qui peuvent passer à travers les mailles du filet. Mais c'est pas ça l'intérêt d'un masque. L'intérêt d'un masque, c'est pas de supprimer toute contamination, c'est de réduire la quantité de virus que vous allez inhaler. C'est tout à fait utile quand vous êtes un personnel soignant, que vous êtes au contact de quelqu'un qui vous crache dessus, de vous protéger. Ça marche quand même, c'est pas à 100%, mais ça a une efficacité. Faut pas dire que les masques sont inutiles, ils sont très utiles quand ils sont utilisés de façon ciblée pour protéger l'entourage d'un malade, pour protéger les soignants. Mais mettre le masque dans la rue, ça n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a aucune publication scientifique qui dit que ça a un quelconque intérêt. Le masque dans la rue en plein air, vous voulez dire? En plein air, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Alors qu'on mette un masque dans le métro quand on est en pleine épidémie, je veux bien. Bon, je suis pas sûr que ce soit si efficace que ça, mais pourquoi pas? Mais les gens se contaminent autant en touchant la barre du métro parce qu'ils ne se désinfectent pas les mains. Il faut savoir que ces infections respiratoires contaminent autant par les mains que par la voie respiratoire. Donc, imposer comme ça des mesures qui sont un petit peu qui ne reposent pas sur des données scientifiques, ça m'inquiète beaucoup. Mais je ne suis pas un anti-masque. Moi, quand je suis à l'hôpital, que je soigne un malade, je mets un masque parce que je sais que ça me protège aussi. Le problème terrible, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je vois, moi, effectivement, dans la rue, j'ai pas du tout envie de faire un masque, mais je vois aujourd'hui, c'est intéressant, là, on va parler un peu psychologie, le regard des gens. Ils vous jettent un regard noir, ils disent pas grand-chose. Quand ils vous voient sans masque, ou enfin, le masque sur le menton, pardon, il vous jette un regard noir. Hein. Vous avez toussé, vous allez me contaminer. Hein. Je sais, mais il y a le plexiglas. Il y a un plexiglas entre nous, alors rassurez-vous, chers téléspectateurs, il y a un plexiglas. Non, mais je vous assure que moi, ça m'effare parce que par rapport, j'ai vu dans les supermarchés en mars, avril, des comportements un peu irrationnels. Les gens avaient peur, prenaient les objets à travers des sacs en plastique ou des gants. Et aujourd'hui, en octobre, alors que l'épidémie est infiniment moins grave qu'avant, qu'il y a très peu de cas mortels, que c'est une infection beaucoup plus bénigne, on a tellement instrumentalisé. Il faut savoir que tous les jours à la télévision, on vous dit vous allez tous mourir. Les gens ont beaucoup plus peur aujourd'hui, alors que finalement ça va pas si mal. Qu'en mars-avril. Et ça, c'est quand même inquiétant pour notre démocratie. Je veux dire, où est la parole vraie ? Mais oui, c'est le problème. On va en reparler tout de suite après cette petite pause. Et rassurez-vous, on retrouvera André Berkoff et le professeur Perron en pleine forme. Et vous aussi, hein, qui pouvez toujours nous appeler au 0826 303 393 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Il faut qu'on ait une nouvelle application. Elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. C'est une application. Et on a regardé ce qui marchait chez les autres. Il faut apprendre de nos erreurs. C'est pour quand ?
Le 22 octobre, elle sera présentée et elle va comme ça monter en charge. Ce sera une application d'abord où il y aura des informations. Comment circule le virus, là où vous êtes, où sont les points pour se faire tester. Une nouvelle donc application, professeur Christian Perron. Donc Stop Covid, ça n'a pas marché du tout. Il nous dit attention. Et là, c'est tous anti-Covid. Alors, c'était pas un échec, mais ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas un échec, ça n'a pas marché. Moi, j'aimerais aller à l'école des présidents de la République, parce qu'on nous apprend un langage qui est quand même bizarre. C'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Alors là, je suis estomaqué. Oui. Stop Covid, c'était quand même une instrumentalisation de fliquer toute la population française pour savoir si vous avez été en contact avec un cas. Quand on sait en plus que tous les tests qu'on appelle PCR pour vous chercher le virus dans le nez ont un taux de faux positifs, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes positif alors que vous n'avez pas du tout le virus et que vous n'avez aucun symptôme, qui est absolument énorme. Ça commence à représenter un flicage de la population. Et les Français n'étaient pas idiots. On prend les Français pour des moutons dociles. Les Français, comme ils réfléchissent dans leur petite tête, les Gaulois réfractaires, ils ont dit, mais c'est quoi ce truc? On va nous fliquer. Et ça recommence. Maintenant, dans les restaurants, on nous met un cahier. Oui. Il y avait le nom, numéro de téléphone, il y avait les fiches d'hôtel dans les autrefois avec la police. Heureusement, ça avait été aboli. Mais on revient à ça. C'est le flicage, le traçage autoritaire de gens qui ne sont pas du tout malades mais qui ont un test positif, et puis tous les gens autour vont être obligés de rendre des comptes. Bientôt la police va aller les chercher chez eux pour leur dire vous êtes un paria, il faut vous tester, il faut vous isoler, on va vous envoyer en quarantaine. Je sais pas, je pense que la société française est en train de... c'est pas la société, c'est les autorités sont en train de délirer. Et moi, je me reconnais plus dans cette France que j'aime, la France des droits de l'homme. Mais est-ce que ça ne peut pas aider dans certains cas, Christian Perron? Est-ce que ça ne peut pas aider, par exemple, si quelqu'un a été contaminé, on peut justement, et comme vous disiez vous-même, que les contaminés doivent être isolés. La meilleure méthode, ce ne serait pas ce Stop Covid 2 bis ou je ne sais pas quoi, ce serait d'arrêter de faire des tests à toute la population, parce que Véran, il est très fier de faire des millions de tests qui ne servent à rien, qui créent des millions de faux cas qui ne sont pas du tout malades. Il faut arrêter ça. En plus, c'est fait sans prescription médicale, c'est gratuit. On est en train de ruiner, c'est que la sécurité sociale a déboursé des milliards depuis cette bêtise monumentale. On est en train de vider la sécu alors qu'on ne peut pas me donner un poste d'infirmière. On vide la sécu de milliards d'euros pour ça. Et on ne peut pas embaucher des infirmières alors qu'on aurait besoin. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est que ces tests soient utilisés de façon ciblée sur les gens qui en ont besoin. Qui a besoin de tests aujourd'hui? Ce sont les personnes âgées dans les EHPAD. Ce sont les gens qui ont beaucoup de maladies sous-jacentes qui peuvent favoriser ce qu'on appelle les comorbidités, qui peuvent favoriser l'infection. Moi, l'autre jour, j'ai reçu dans mon hôpital plusieurs médecins d'EHPAD, donc des maisons de retraite, qui sont venus me voir paniquer en disant, maintenant, vous savez, des personnes âgées qui toussent, qui ont un peu de fièvre, ils en ont tous les jours. Ils demandent des tests. Comme il y a tous les idiots qui font la queue sur 100 mètres devant tous les labos en France, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être là, les labos sont submergés et dans les EHPAD, les médecins attendent plus de 10 jours pour avoir un résultat. Comment voulez-vous gérer une contamination dans un EHPAD quand vous attendez 10 jours? C'est un scandale sanitaire. Véran doit immédiatement interdire les tests en population générale, sauf sur prescription médicale quand c'est utile, parce que là, on est en train de nuire aux gens qui ont vraiment besoin des tests. Et comment voulez-vous que le médecin de l'EHPAD puisse isoler une personne âgée qui est positive pour pas contaminer les autres? Lui donner immédiatement, Véran devrait obligatoirement aujourd'hui faire des stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine dans toutes les EHPAD, puisque maintenant c'est archi prouvé que ça marche, et on est en train de faire une méta-analyse avec des collègues très fort sur le plan scientifique que ça marche. Maintenant, il y a eu des fausses informations qu'on diffusait. C'est un scandale qu'on ne traite pas les gens, qu'on ne donne même pas de l'hydroxychloroquine à titre prophylactique aux personnes qui ont été dans l'entourage d'un cas. Si on faisait ça, l'épidémie serait terminée rapidement. Professeur Christian Perron, là-dessus, on va en reparler. Effectivement, d'ici quelques mois, on verra ce que ça a été. Et comme vous dites, un scandale assez mondial, d'ailleurs, pas seulement là. On retourne au standard. On donne la parole à Serge qui nous appelle de Figeac. Bonjour Serge. Oui, Serge, bonjour. Bonjour André Berkoff, bonjour professeur Perron. Je suis extrêmement ému de vous avoir et je peux vous dire, professeur Perron et peut-être vous aussi André Berkoff, je pense que vous avez des enfants, des petits-enfants.
Je pense que votre famille, vos enfants et vos petits-enfants pourront être très fiers de vous deux. Et je le pense très sincèrement. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, parce que je crois que vous en avez vraiment là où beaucoup de gens n'en ont plus du tout, vous voyez ce que je veux dire. Oui. André, est-ce que ça va être un échange avec le professeur Perron ou est-ce qu'il faut que je dise tout d'un coup? Non, malheureusement, vous savez, on aimerait beaucoup, mais malheureusement, les temps sont limités et énormément d'auditeurs appellent. Donc, j'aimerais que vous posiez une question, ou en tout cas que vous interveniez. Le professeur Perron vous répondra bien sûr. Bien, bon, je vais essayer de faire court, mais récemment, j'ai vu un médecin de ville. Oui. Et je lui ai demandé pour le masque si je pouvais avoir une dispense, parce que je fais des dyspnées suite à une maladie de Lyme que j'ai depuis 15 ans. Et il m'a dit qu'évidemment, il n'était pas prévu du tout par le système qu'il puisse y avoir une dispense quelconque pour qui que ce soit. Je lui ai demandé si jamais j'attrapais le Covid, comment est-ce qu'il me soignerait et est-ce que je pourrais avoir droit au traitement à l'hydroxychloroquine. Il m'a dit hors de question. Je lui ai demandé pourquoi, mais il m'a dit j'ai pas envie que vous risquiez porter plainte contre moi ensuite pour les effets qui pourraient se présenter. Je lui ai dit bon. C'est un médecin généraliste qui vous a dit ça? Un médecin généraliste de ville. Je lui ai répondu, alors si je comprends bien, ça va être comme en février-mars, vous me renverrez chez moi, Doliprane, et vous attendrez que je sois en détresse respiratoire pour m'hospitaliser, pour que j'aille grossir les chiffres. Donc j'ai pas eu de réponse. Donc ça c'était une parenthèse. Depuis 8 mois, la motivation annoncée par le gouvernement pour faire passer toutes ces mesures que nous subissons tous, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe, c'est protéger la santé des Français. En principe, oui, c'est ça. Notre président, c'est sur ça qu'il a encore insisté hier au soir. Moi, je suis touché par la maladie de Lyme, donc je n'ai pas l'impression que nous soyons tous égaux aux yeux de l'État français quant aux mesures prises pour protéger notre santé, que ce soit Lyme, le Mediator, l'amiante-ciment, Tchernobyl, le sang contaminé, le lévothyrox, etc. Alors j'entends autour de moi, de plus en plus, des gens qui sont interpellés par l'absence quasi totale d'esprit d'analyse, de bon sens, des politiques, de certains scientifiques et des journalistes. Alors, est-ce que je pourrais avoir réponse à ce genre de questions que j'entends à droite à gauche et que je me pose également moi-même? Si j'ai bien compris, hier, les critères pour le couvre-feu, entre autres, couvre-feu et autres dispositions, c'est la saturation des lits, c'est en hospitalisation, ce sont les tests et autre chose. Pour ce qui est de la saturation des lits... Attendez, j'aimerais quand même d'abord, excusez-moi, parce qu'on va parler, mais moi, il y a quand même, vous avez posé un problème qui est très intéressant, et j'aimerais entendre, et pas seulement moi, le professeur Perron là-dessus. La maladie de Lyme, vous avez écrit un livre sur la maladie de Lyme que vous connaissez bien. La maladie de Lyme, c'est un scandale mondial gigantesque avec des histoires de corruption derrière. Les gens peuvent lire mon livre, La vérité sur la maladie de Lyme, ils apprendront beaucoup de choses. Je suis désolé et malheureusement, je m'aperçois qu'avec le Covid, je suis en face des mêmes opposants. On a infiltré tous les experts, les sociétés savantes, les gouvernements pour dire que la maladie de Lyme n'existait pas, un peu comme aujourd'hui avec le problème du Covid. Mais comment vous expliquez, excusez-moi, que ce médecin généraliste lui dise, écoutez, pas question que vous n'ayez pas un masque et pas question qu'on vous traite à l'hydroxychloroquine. Les généralistes, on les a terrorisés. Olivier Véran a dit, vous n'avez pas le droit de prescrire. Et ils ont peur, alors que... Même quand maintenant les médecins généralistes, je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et des pharmaciens, les médecins généralistes ont de nouveau le droit de prescrire l'hydroxychloroquine dans le Covid, l'azithromycine, etc. Même, il y a d'autres médicaments comme l'ivermectine qui marchent très bien, c'est éprouvé dans des études scientifiques dites randomisées au niveau international. Les médecins ont le droit de prescrire, mais on leur a tellement fait peur qu'ils n'osent plus. Et si on voit aujourd'hui qu'il y a quelquefois des dizaines de morts en France du Covid, je dis que 3/4 de ces morts auraient été évités si on avait mis en avant le médecin généraliste. Le médecin généraliste, c'est lui qui est en première ligne. On lui a fait peur. On lui a interdit de prescrire. Il ne sait même pas qu'il a aujourd'hui le droit de prescrire. Moi, j'étais au téléphone récemment avec des médecins qui ne savaient pas quand ils avaient le droit. Et donc, les quelques malades très âgés qui ont des facteurs de risque, quand ils arrivent à l'hôpital, ils arrivent dans un état catastrophique, et ce qui explique quelques dizaines de morts. Mais quelques dizaines de morts sur 60 millions de Français,
C'est pas beaucoup, je regrette de dire ça comme ça, mais ça correspond à beaucoup de virus respiratoires qu'on voit tous les ans. La grippe tue combien de gens aussi, Clémence? On continue de nous appeler, on continue de donner la parole aux auditeurs et surtout on reste avec le professeur Perron et André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, toujours dans tous ses états avec son invité, le professeur Christian Perron. Je rappelle au passage pour ceux qui n'auraient pas encore son livre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel. Et puis vous nous appelez, 0826 300 300. Bruno nous appelle de Charente. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour Clémence, bonjour André, bonjour monsieur le professeur. Voilà, bonjour. Je vais essayer d'être rapide. Allez-y. J'ai pensé à quelque chose, vu qu'on n'a pas de vaccin et pour longtemps, eh bien pourquoi pas utiliser des petites doses à avaler chaque jour lors des repas. Certes, c'est un gaz, mais on peut peut-être combiner un système. On utilise bien l'ozone pour traiter l'eau du robinet, tuer les virus et les bactéries. Et on avale bien cette même eau. Alors là, je ne parle pas de l'ozonothérapie qui consiste à injecter de l'ozone dans le sang, médecine de référence à Cuba et en Allemagne, Suisse et ailleurs. En France, c'est le blackout. Et en plus, bon... L'ozone, d'accord. Écoutez, c'est une question, professeur Perron. Je ne suis pas compétent pour juger l'efficacité de l'ozone. Je sais que certains médecins l'utilisent dans certaines indications. Et honnêtement, je ne peux pas juger parce que j'ai aucune expérience. Eh bien, écoutez, c'est lancé. Et si on a des gens qui vous répondent, on le dira. Merci. Merci beaucoup, Bruno. On va donner la parole à Francis, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour, Francis. Oui, bonjour, Francis. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour, professeur Perron. Merci pour vos émissions. J'aurais deux questions pour le professeur Perron. Oui, allez-y. La première correspond à l'intervention de notre président hier soir. Il a annoncé 20 000 cas positifs par jour, avec un objectif de redescendre vers 5 000 cas. Sauf erreur de ma part, j'ai écouté beaucoup d'experts et des scientifiques qui recommandent 30 cycles PCR pour les tests. L'Allemagne le fait, l'Italie le fait. L'Allemagne est à peu près à 4 à 5 000 cas par jour. Oui. Il suffirait que nous appliquions les recommandations des scientifiques et ne pas continuer à faire 40 cycles PCR par jour pour être directement à 5 000 cas. Donc c'est ma première question. Pourquoi on continue dans cette voie-là ? D'accord. Posez votre seconde question comme ça, professeur Perron. La seconde question correspond en fait au décès. Quand on va sur le site de l'INSEE.fr, tout le monde peut y aller, c'est très simple. Quand on regarde les décès du 1er janvier à fin août, et qu'on compare 2018, 2019 et 2020, bon, quelques centaines de personnes près, on est à peu près entre 16 et 18 000 décès de plus entre 2018 et 2020 et 2019 et 2020. Et comparé aux 32 000 morts qui sont annoncés du Covid, sachant que M. Véran, en commission d'enquête du Sénat, a avoué que des décès non-Covid avaient été enregistrés, décès Covid. Comme Covid, oui. Et qu'on n'était pas à plus de 20 000 morts. Donc, mon autre question, c'est pourquoi on continue à nous mentir, pourquoi on ne réajuste pas ce chiffre-là, de façon à ce que les Français puissent un peu plus adhérer aux décisions qui sont prises, parce qu'on n'y comprend plus rien et on nous culpabilise, alors qu'en fait, c'est le gouvernement qui est responsable de cette situation. Professeur Perron. Alors, la première question, c'est sur ce qu'on appelle les tests PCR, ces tests quand on vous fait l'écouvillon dans le nez pour chercher les traces de virus, pour l'amplifier. Alors, c'est un peu technique, et le téléspectateur a raison. On utilise une enzyme qui va multiplier les petites traces d'ARN du virus des millions de fois. Après, dans la technique, c'est un peu de la technique de cuisine, mais on fait ces cycles d'amplification, on peut les faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Tous les scientifiques s'accordent de dire qu'au-delà de 20, 25 fois, ce qu'on amplifie, quelquefois, c'est infinitésimal ou ça représente c'est plus vraiment du virus ou c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est les résultats, quand on vous dit vous êtes positif, vous n'êtes pas du tout malade, vous n'avez pas le virus, et c'est ce qu'on appelle des faux positifs. C'est le cas de la majorité des gens qu'on diagnostique aujourd'hui en France qui sont des faux positifs. Donc quand Véran... ça m'a affolé parce que autant moi j'étais pour avoir des tests, je piaffais il y a quelques mois parce qu'on n'avait pas de tests. Quand il a annoncé triomphalement, on va en faire 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, on peut en faire 10 millions, on aura 10 fois plus de faux positifs. On va dire que toute la France est malade, alors que ce sont des gens en bonne santé. Et je fais un appel solennel aux Français, arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie dès 6h30 du matin, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malade, ces tests ne veulent rien dire, c'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus. Vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes
ou que si on est dans l'entourage immédiat de quelqu'un qui a des symptômes. Donc tout ça, c'est une imposture. Alors le nombre de cycles d'amplification est important, parce qu'en France, effectivement, comme disait notre téléspectateur, on fait 40-45 cycles d'amplification, ce qui donne énormément de faux positifs, alors qu'en Allemagne et en Italie, ils en font 20 ou 25. Ouais. Donc ça ajoute au nombre de faux positifs, bien sûr. Et on les présente comme cas positifs, et les gens sont angoissés. Ce qui permet à Olivier Véran à la télévision de montrer des courbes, qu'on a une deuxième vague gigantesque, que tout le monde est malade partout en France, c'est totalement faux. Tous ces cas, ce ne sont pas des malades dans l'immense majorité des cas. Donc il faut que les Français réagissent et appellent à arrêter cette imposture. En plus, ça ruine la Sécu. La Sécu n'a pas beaucoup d'argent. Quand on voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux et que c'est des milliards d'euros? C'est totalement délirant. Alors, la deuxième question, pour les décès. C'était sur les décès. Alors, il est évident maintenant, de plus en plus dans beaucoup de pays, parce qu'on fait des tests Covid à tous les gens qui arrivent à l'hôpital pour n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi, c'est des maladies sérieuses pour les malades, mais ça peut être pour un infarctus, un corps au pied ou une maladie quelconque. On vous fait le test. Si vous êtes positif, et souvent c'est des faux positifs, même si vous venez pour autre chose, l'hospitalisation va être mise sur le compte du Covid. Ouais. Et c'est le jackpot pour les hôpitaux et les services. Parce qu'il coûte plus cher, il touche plus cher. Mais bien sûr. Et même les médecins généralistes. Alors expliquez-nous ça. Parce qu'un médecin généraliste, par exemple, je reviens en médecine générale, après je vais revenir à l'hôpital. Un médecin généraliste qui déclare un test Covid positif chez un de ses patients, il touche de l'argent. Ah d'accord, en plus de la consultation. Oui, bien sûr. D'accord. Donc il a intérêt à faire beaucoup de tests, et puis par chance, parce que comme les tests on donne beaucoup de faux positifs, et de temps en temps il va en avoir un qui est positif, il va gagner de l'argent. Donc c'est une incitation à multiplier les tests pour rien. Et alors à l'hôpital c'est pareil, quelqu'un qui vient pour un cancer en phase terminale, mais parce que le test Covid est positif, il va mourir au nom du Covid et pas mourir au nom de son cancer. Ça c'est... Alors, en France, je pense que c'est raisonnable. Et il y a des médecins hospitaliers, je le sais, parce que j'ai des témoignages, je dénoncerai personne, que ça se fait, que c'est un peu bidouillé. Mais je ne pense pas qu'en France, la plupart des médecins sont tout à fait honnêtes et ne le font pas, mais ça existe quand même. Dans d'autres pays européens, moi j'ai la notion, je n'ai pas vérifié, mais que dans certains pays européens, il y a des primes de l'Union européenne au cas, si vous diagnostiquez un cas, Covid, vous gagnez de l'argent. Ou pour un décès intéressant pour la nature humaine. Non, ça. Et même dans les services de réanimation. Aujourd'hui, je vois bien les services de réanimation des malades moins sévères qu'avant. Ils les prennent beaucoup plus tôt, alors qu'avant, il fallait attendre, il n'y avait pas de place. Oui, et puis après, ils les gardent longtemps, parce que pour un service de réanimation, avoir un malade Covid dans son service, c'est le jackpot. Il a plus d'infirmières, il a plus de moyens. Donc, il ne veut pas le renvoyer à domicile trop vite. Donc cette soi-disant saturation des services de réanimation, c'est vrai qu'elle a existé de façon marginale dans certains endroits, mais c'est un petit peu une invention, et il y a beaucoup de malades maintenant en réanimation. Alors certains ont tout à fait la légitimité d'y être, mais certains ne devraient plus être en réanimation aujourd'hui. Et tout ça, c'est de la manipulation de chiffres, et je trouve ça, moi, très inquiétant. On retourne en standard. Merci en tout cas Francis. On va donner la parole à Catherine qui nous appelle les Yvelines. Oui, bonjour Catherine. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Clémence, et bonjour professeur Perron, et vraiment toute ma reconnaissance pour le combat que vous menez en tant que simple citoyen, en tout cas à titre personnel, et j'ai pas mal de gens autour de moi qui partagent ça. On est derrière vous, on vous soutient. Et on est extrêmement frustrés, parce que quand nous tombe sur la tête ce qui nous est tombé hier soir avec le discours d'Emmanuel Macron, je vous assure, moi je me suis mise en colère à de multiples reprises parce que justement j'écoute le professeur Perron, j'écoute le professeur Toussaint, j'ai lu le livre du professeur Perron, je l'ai dévoré même quand il est sorti, et on est frustrés parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, on en a marre, on est complètement objectalisé, et là c'est plutôt la psychanalyse qui vous parle, parce que là je sais
de quoi je parle, je sais ce que je ressens et je sais ce que ressentent aussi les patients. Vos patients, oui. On est complètement objectalisés, on est démunis, c'est source d'angoisse. Il y a une destruction du lien social qui est absolument terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'ai une idée hier soir, j'ai une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Je me dis qu'on pourrait tous les Français qui entendent et qui ne sont pas contents de ce qui se passe, écrire à notre député, aux députés qui sont en charge de notre circonscription. Ils se sont transformés en zombies. Il n'y a qu'à voir le vide à l'Assemblée nationale quand il s'agit de voter la continuation, de prendre toutes ces décisions. Pour aller jusqu'à 6 semaines, il semblerait qu'il faille l'accord du Parlement. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est prenons nos plumes ou nos claviers. C'est très facile de trouver les adresses mail des députés sur le site de l'Assemblée nationale. Et opposons-nous, c'est ça. Parce que de toute façon, il y a... J'allais dire, c'est brutal ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui compte, c'est est-ce qu'ils vont être réélus ou pas. S'ils ont une menace au-dessus de la tête, si vous continuez comme ça, vous ne serez pas réélus, peut-être qu'on nous entendra. Qu'est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, on est muet. C'est une bonne idée. La limite, c'est qu'aujourd'hui, le Parlement est totalement verrouillé. Alors, du fait du confinement, il y a très peu de députés qui ont le droit d'être physiquement présents dans l'hémicycle. Faut savoir que beaucoup de députés de La République En Marche ont démissionné, ont quitté le mouvement. Bon, c'est François Bayrou, je ne sais pas trop pourquoi. Oui, mais ils peuvent envoyer, pardon, professeur Perron, je vous interromps, mais ce que dit madame, c'est qu'on peut parfaitement envoyer une lettre à son député bien sûr, en disant attention, si vous voulez vous faire réélire. Ce que je voulais ce que je voulais mettre en avant, c'est que les pouvoirs du Parlement étaient beaucoup réduits. Donc François Bayrou a appuyé Emmanuel Macron, donc grâce à ça, il a encore une majorité au Parlement. Mais faut voir que le Parlement a voté des lois liberticides d'état d'urgence permanent. Donc le Parlement, il est verrouillé. Le Parlement de Strasbourg est fermé. Moi, j'étais à Strasbourg, je l'avais dit récemment, quand tout ça... J'ai pas compris comment... Olivier Véran a saisi le Conseil d'État un dimanche matin en urgence, comme si la France allait... on a entendu ça. Pour remettre en place c'était pas le confinement, mais enfin les masques obligatoires à Strasbourg, dans l'Alsace, pour dire que l'Alsace était une zone en rouge écarlate. Ils ont fermé le Parlement de Strasbourg à cause de ça. C'est un scandale, c'est que le Parlement de Strasbourg, donc on ferme le Parlement de Strasbourg, l'Assemblée nationale est complètement verrouillée. Mais que peut-on faire alors, professeur Perron? On pose la question, et ils sont tous. Que peut-on faire? Qu'est-ce que le citoyen Il faut que les citoyens se réveillent, voir qu'on est en train d'entrer dans un état de dictature sanitaire, voire dictature plus large, je ne sais pas, il faudra voir dans les semaines qui viennent. Mais moi, je suis très inquiet pour mes enfants et mes petits-enfants, donc il faut que les gens se réveillent. Effectivement, c'est bien de demander des comptes à ces représentants députés, sénateurs, parce que le Sénat peut-être va se réveiller, on ne l'entend pas beaucoup en ce moment, mais je pense que c'est à nos représentants politiques de réagir face à ce gouvernement qui suit des conseils scientifiques qui les mettent dans le mur. Merci Christian Perron, et merci à vous, auditeurs. Vous avez été très 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 nombreux à nous appeler et avoir conscience de tout ça. Et merci à vous, André Berkoff, évidemment. On vous retrouve demain à midi. Pour tous ceux qui veulent réécouter cette émission, elle se trouve sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr.